apéro preview des finales NBA 2024. Une preview en un jour, parce qu'il y a une finale. Enfin, on dit les finales, parce que c'est une série avec plein de matchs, mais il n'y a qu'une finale. Vous l'avez? C'est bon? J'espère que vous On êtes peut bien y installés. aller? Ouais. Comment ça, Alex? Bah, impeccable. On a une petite semaine, 6 jours. On est à 6 jours des... Non, 5 jours des finales. Pardon. Ouais, 5 jours, 5 dodos, 5 nuits, 6 jours, tout à fait, pour vivre ce jeudi 6 juin à 2h30 du matin, le Game 1 des finales NBA entre les Dallas Mavericks et les Boston Celtics. Est-ce que vous y croyez ça? Si oui, vous faites peut-être partie des 4500 personnes qui, en avril dernier, Alex, sur plus d'1 milliard de participants, ont annoncé cette finale entre donc Dallas et Boston. Bravo si vous faites partie de cette fratrie de génies. Eh bien, vous êtes des géants. Prévoir Boston, on en avait pas mal. Boston favori et tout. Moi, je les avais en finale. Notamment à l'Est. Moi aussi, je les avais en finale. Non. Oh, presque. Je les avais presque en finale. Oh là 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 là. Et par contre, prévoir les Mavs, il y avait moins de monde. Ah, ça. C'est vrai, hein. Exactement. Nos amis les Dallas Mavericks, forts d'une très belle fin de saison et de petits changements à la trade deadline qui ont fait la différence, se retrouvent aujourd'hui en finale NBA. Retour après la fabuleuse série remportée contre Miami en 2011. 2011 Ouais, 2011. Nous l'avons, enfin cette finale NBA. Et donc ça veut dire qu'on s'installe et qu'on espère que vous allez bien. On vient de voir la finition des Wolves par nos amis texans dans la nuit de jeudi à vendredi. On va reparler de tout ça. Comme d'habitude, les previews, vous les connaissez. Dynamique des deux équipes. On a eu le temps de parler de Boston là. Ça baille à Boston là. Ah bah là, on a eu le temps. Mais même Dallas finalement. Dallas a du temps. Ah, il y a du temps pour Dallas, reposer. quand les finales vont commencer, c'est-à-dire dans la nuit de jeudi à vendredi prochain, Dallas aura eu une semaine de repos. Et les Celtics auront eu 9 jours. 4 semaines. Ouais. Tout 9 jours. En tout cas, selon la CGT, 6 semaines de repos, puisqu'on sait toujours que c'est le grand sujet. Est-ce que les Celtics ont eu un chemin trop facile pour aller en finale NBA? Ils y sont. Fallait y aller. Et avec la manière. Voilà. Ils ont dématé tout ce qui s'est présenté sur leur chemin. Ils ont lâché 2 matchs pour en gagner 12. Donc ils ont joué 14 matchs. Tout à fait. C'est sérieux. C'est sérieux. Les parcours de playoff où tu arrives en finale 4-1, 4-1, 4-0, c'est que tu es là. C'est que, ok, ouais, d'accord, je sais, Donovan Mitchell était blessé, Butler. Oui, c'est vrai, Non, c'est vrai. très lourd. Mais fallait encore les poser, les matchs. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que là, l'opposition, a priori, même si tu me dis si je dis des conneries, a priori Boston est quand même favori de ces finales. Mais Boston est le favori de ces finales. Je suis pas d'accord. contre eux. Hein, Sauf ou contre que là, ils vont très vraisemblablement, après on verra, les finales auront leur vérité sur le terrain, mais très vraisemblablement, ils vont avoir la plus grosse opposition qu'ils ont eue depuis 2 mois. Voilà. Non, mais bien sûr. Non, Parce mais que là, c'est le ils ont une test. équipe sérieuse en face. Ça y est, tout à fait. C'est le test pour les Celtics. Enfin, après 3 Et au premiers tours, complet, l'équipe. dont on reparlera tout à fait dans la dynamique des deux équipes. Ensuite, on basculera dans les bureaux de Jason Kidd et de Joe Mazzulla pour le point. Tactico-technique. Évidemment, dans cette séquence, on se penchera un peu sur un aspect précis du terrain qui nous intéresse, bien évidemment. Ensuite, on sortira les jumelles pour faire le Factor X. Un joueur à suivre. Alors, soit c'est un role player, soit c'est une star. C'est quelqu'un dont les performances, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, vont influencer dans un sens ou dans l'autre les résultats de son équipe. Qui va faire la différence, exactement, avant de terminer avec le pronostic. Pronostic, l'avenir, vous le savez. Voilà. J'avais dit Celtics, j'avais dit Mavs. Par contre, quand on avait fait les previews de... Finale de conf, tu avais dit Mavs, j'avais dit Wolves, tout à fait. J'avais dit Mavs 4-2, ils sont allés un peu vite. Ils ont fait que 4-1. Et ils ont été beaucoup plus rapides que prévu, tout à fait. Nos amis les Mavericks, donc, on va en parler face aux Boston Celtics. Série qui démarrera à Boston, puisqu'ils ont l'avantage du terrain, meilleur bilan de NBA, meilleur bilan de la conférence. On a vu que l'avantage du terrain sur ces playoffs, c'était très relatif. J'ai fait le X. Le X, anciennement tweet. Ah, bouge pas, je vais te sortir les stats. Alex qui fait le X, c'est un peu... Oui. C'est un peu hors contexte. Bouge pas. 77 matchs joués depuis le début de ces playoffs. 33 ont été remportés à l'extérieur. 12 victoires à l'extérieur sur 25 matchs de demi de conf. 6 victoires à l'extérieur sur 9 matchs en finale de conf. Quand même, hein. Quand même. Pas de problème. Genre, je vois pas où est le problème. Ça rigole pas à l'extérieur. Et d'ailleurs, les Celtics et les Mavs sont deux équipes qui sont allées gagner pas mal de matchs à l'extérieur. J'ai la stat aussi, j'ai fait un X. Ils ont de toute façon un meilleur bilan. Vas-y, fais le X. Bouge pas. Les Celtics, sur les 12 victoires qui les ont emmenés donc en finale NBA, ils en ont 6 à l'extérieur. Et les Mavs, sur les 12 victoires qui les emmènent en finale NBA, il y en a 7 à l'extérieur.
Donc Ça c'est des équipes qui savent gagner loin de leur base. Très bien joué, loin de leur base, tout à fait. Donc on parlera de tout ça en détail. Mais on espère que vous êtes bien installés. Ça y est, on y est, les finales NBA 2024. Kyrie Irving va-t-il uriner sur un état entier devant des caméras en 4K? Kristaps Porzingis va-t-il se venger, montrer à Luka Doncic? C'est clair qu'on est sur ça se passe. Le Kyrie Irving-ico, le Kristaps-ico, le Grant Williams-ico, évidemment, puisque c'est le grand vainqueur de ces finales NBA, Grant Williams. Qui est à Charlotte. Tout à fait, et qui regardera comme nous sur le canapé, ma depuis foi, Charlotte. Deux de ses anciennes équipes NBA, ces deux anciennes équipes NBA, depuis Charlotte, tout à fait, Grant Williams qui va regarder tout ça, plein de choses à voir, évidemment, on va en discuter, en plus de Dwight Powell qui, oui, les gens ne le savent peut-être pas, mais portait le maillot de Boston avant de démarrer sa carrière avec les Mavs, pardon. Dynamique des équipes. On y va? Tu veux commencer par qui? On va réveiller nos amis de Boston. On est bien là. Hop, on s'est étiré. C'est les finales. Allez. Ça a démarré les playoffs. C'est maintenant. Merde. Alors, les amis des Celtics, Alex, on a parlé avec Simon notamment dans l'addition et je voulais avoir un peu ta take là-dessus parce qu'on a parlé notamment dans un react de ce début de semaine. Un peu trop facile. Le parcours des Celtics pour aller jusqu'en finale, c'est comme ça, il faut faire avec. Trop facile dans quel sens? Je t'avais posé la question, je crois que c'était ce lundi ou en tout cas en début de semaine, c'était est-ce que Boston, là, il y a des gens qui ne les prennent pas trop au sérieux ou autant au sérieux qu'il faudrait parce que le chemin leur a été favorable, ou est-ce qu'il faut être plutôt en mode rappel et dire attendez les gars, d'accord, il y a eu des circonstances favorables, mais quand même on parle d'une équipe qui a fait ça bien comme il faut. Non, moi je serais en mode rappel, ouais. Circonstances favorables évidemment, mais c'est pas comme s'ils arrivaient de nulle part. Les types ont gagné 64 fois ou 65 fois en régulière, bien sûr. Un truc comme ça. Ouais. Pardon, mais c'est quand même très sérieux. D'un bilan, Ils ont une top 5 attaque, une top 5 défense. 64-18. Ouais. C'est toujours le cas en play-off. Je veux dire, ils ont une défense très très sérieuse et ils ont une attaque qui est all-time en termes d'efficacité, de variété et tout. Bon là, on va parler de Kristaps parce que sans Kristaps c'est un petit peu moins... C'est différent. C'est un petit peu moins vrai, on va dire, mais ça reste très très sérieux. J'ai dit là tout à l'heure qu'ils étaient favoris. Donc ouais, circonstances favorables, c'est indéniable. Le Heat n'avait pas Butler, les Pacers sont perdus à Liberton en courte route. Les Cavs ont eu des absences. Les Cavs ont eu des absences. Ok. Mais ils les ont déboîtés. C'est pas, comme je l'ai dit dans la vidéo là, lundi ou mardi, bref, c'est pas comme si ils avaient galéré face à des équipes blessées. Non, les équipes étaient blessées, ils ont fait ok, on va vous dégager. Et le Heat, heureusement pour eux, ils surprennent tactiquement Boston et en termes d'énergie au match 2, ils leur arrachent le match 2, Boston les a pris un peu de haut, du coup ça fait un 4-1. C'est un peu la même avec les Cavs et les Pacers n'ont pas eu cette chance, ils ont pris 4-0. Donc non, il faut rendre à César ce qui est à César, en l'occurrence les Celtics. Oui, circonstances favorables, mais ils ont écrabouillé la concurrence. Ouais. Et si t'es les Mavs, t'es pas en train de te dire ouais c'est bon, ils ont battu des équipes blessées contre nous, ça va être une autre chanson. Tout à fait. Et d'ailleurs, t'es embêté, c'est une équipe très grosse en face. Bien sûr. Et d'ailleurs, ils continuent à répondre aux questions, les Celtics, dans continuer ce que tu dis, parce que l'année dernière, c'était le gros sujet. Putain, entame de nul contre Atlanta avant de galérer justement en finale de conf contre Miami et se faire sortir en étant mené 3-0. Enfin, je veux dire, Boston, c'était le premier truc qu'on pointait du doigt. C'était est-ce que sur ces playoffs-là, ils vont être sérieux? Bon, tiens, on vous tend le bâton. Allez-y, regardez, il y a des blessés et tout. Qu'est-ce que vous allez faire? Ils ont tabassé. Ouais. Moi, j'ai apprécié deux derniers éléments. C'est évidemment, comme on l'a souligné mardi, équipe qui n'a toujours pas perdu à l'extérieur. Ils ont perdu que 2 matchs de playoff pendant les Celtics, c'est devant leur public. Oui, c'est vrai que c'est le match de à chaque fois. Quand Boston se pointe chez toi, mon gars, prépare-toi parce que ça va être une sacrée soirée. Pour moi, ils sont très très sérieux. À ne pas faire contre Dallas, en revanche. Ne pas faire ce genre de choses. Je recommande pas. Oui, ne pas donner des opportunités comme ça. Dallas, on va en parler, joue très très bien à l'extérieur, comme on l'a souligné là. Aussi, ouais. Et puis moi, j'avoue, sur la finale de conférence, alors en effet, des blessures, des absences et parfois des circonstances favorables, mais j'avais pointé avec toi du doigt le sujet d'exécution de Money Time. Et là, ils ont répondu, je trouve. Et j'ai eu certains éléments où je les ai vus être menés, revenir, être dans la merde, se battre, exécuter, appuyer là où ça fait mal. Je pense que là, il y a quasiment plus de questions autour de ces Celtics. En fait, la dernière question, c'est est-ce que ce groupe qui est en finale de conférence va jusqu'au bout? C'est ça la grosse question. Ouais, je suis d'accord. Avec nos amis les Celtics. Sinon, oui. Question à laquelle nous allons répondre évidemment en fin d'émission. En fin d'émission, avec la vérité. Non, tu le mentionnais en tout début de vidéo, Alex. Il y a évidemment sur la dynamique des Celtics, il y a un élément qui les met en défaveur par rapport à Dallas. Dallas, on parle d'une infirmerie qui est plutôt légère là au moment où on parle. C'est Porzingis. C'est Kristaps Porzingis. C'est que Porzingis, pour le coup,
Il devait peut-être revenir en cours de série contre les Pacers. Bon, ça a été rapide, tu me diras. Mais ça n'a pas été le cas, il n'est pas revenu. Là, en fait, on est au moment où on tourne, on est à 6 jours, 5 jours. On n'est pas sûr. Après, ça va sûrement évoluer derrière cette preview. On va voir si Porzingis sera là pour le Game 1. Il y a plus de chances qu'apparemment il ne soit pas là au Game 1 qu'autre chose. Donc, ça commence à être long. Comment on parle Cette absence, mine de rien, ça commence à être long. Donc, on va voir. Ce qui est sûr, c'est que a priori, Boston ne pourra pas compter sur un Porzingis à 100% déjà, par exemple. Ça, c'est sûr. Tu vois ? Donc, c'est un vrai critère. Après, ils ont extrêmement bien joué avec du Horford et tout, donc ils ont des options. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et on en revient donc à quelque part quelque chose qu'on a tous pointé du doigt de manière logique lorsque le transfert a eu lieu il y a quelques mois. C'était Boston fait ses transferts, Jrue Holiday et Kristaps Porzingis, pas pour le 14 mars, pas pour le 2 novembre, pour le 1er juin. C'est vrai. Pour le 1er juin 2024. On y est. Donc là, attention, l'investissement, il a été réel de la part de Boston en termes de transfert. Et Brad Stevens d'ailleurs, puisque je crois qu'ils l'ont prolongé pour Porzingis. C'est là. C'était pas pour essayer de battre au premier tour Miami. C'était pour se retrouver devant une possibilité de remporter un titre et d'aller jusqu'au bout. Donc, il faudra suivre le dossier Porzingis. Exactement. Beaucoup d'incertitudes et c'est clair que ça va être un facteur. Ouais. Parce que l'attaque n'est pas la même et même la défense. Enfin, il y a beaucoup de choses qui changent. Moi, j'ai une dernière question à te poser côté Boston et je veux bien évidemment la réponse des gens. C'est on sait que quand des séries terminent très très vite, 4-0, et qu'il faut ensuite reprendre une nouvelle série avec un temps très long quand même qui te casse un peu le rythme. Remettre en route. Ouais. Est-ce que ça peut représenter quand même un souci, même si Boston va évoluer évidemment à domicile devant son public? Est-ce que là quasiment 2 semaines du coup de pause, est-ce que ça peut représenter un peu un point qu'on ressentira au Game 1? 9 jours. Je sais pas parce que les Mavericks en auront eu 7. Ouais. Donc on pourrait presque le dire pour les Mavericks aussi, quoi. On a presque 2 équipes qui n'auront pas joué pendant 1 semaine ou plus. Hein. C'est que c'est rare, ça. Hein. Donc, on va voir. Mais en fait, ce que tu soulèves là, c'est valable à mon avis pour Boston et pour Dallas. Et donc, ce que tu soulèves, c'est au Game 1, qui va mettre le moins de temps à se remettre en rythme. Comme ça, à l'instinct, on aurait envie de dire Dallas peut-être. Mais en fait, Dallas a quand même eu 7 jours. C'est long aussi, hein, sans jouer. Bien sûr. Et du coup, ils joueront à l'extérieur. Donc on verra, mais c'est clair, c'est un critère. Au Game 1, quelle équipe va se mettre en route le plus vite? Le plus vite, tout à fait. Avant de basculer sur nos amis de Dallas, évidemment, plein d'autres joueurs qui ont du très très gros scouting à faire là, sur les prochains jours. On va reparler dans les autres sections entre du Jrue Holiday et du Derrick White pour ne citer que. Parlons de nos amis les Mavs. Bah écoute, la dynamique me paraît bonne. Moi que j'applaudis parce que... des gros playoffs. Playoffs de zinzin. Grand garçon. Ouais. Mesdames et messieurs, nos amis les Dallas Mavericks ont tout simplement battu les Clippers sur l'avantage du terrain, battu le Thunder sur l'avantage du terrain, battu les Wolves sur l'avantage du terrain. Hein. Merci à saison régulière. Propre. Non mais propre. C'est très très fort. Propre. C'est très fort. Et en plus, ils l'ont fait... chaque série a eu un contexte et des circonstances différentes. Oui. Par exemple, je m'explique. Hein. Là, on vient de voir Luka Doncic démanteler, pas tout seul, hein, mais vraiment, il était très en forme et à lui seul, pour le coup, il a vraiment fait beaucoup de mal aux Wolves, notamment en démantelant leur défense. En plus, dans les moments où il a fallu, il y a son poteau Kyrie qui a dit « Tu sais quoi, je vais en mettre 35 moi aussi ». Comme ça, au moins, on est bien. Voilà, c'est ça. Donc, ça, on a vu. Mais la série d'avant contre le Thunder, Luka, compliqué. On était là en train de parler de son genou, gna gna gna. On parlait aussi de la très 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 bonne défense de Luguentz-Dort sur lui. Et qui se plaignait beaucoup. Et qui se plaignait beaucoup du coup, mais qui l'obtenait moins. De la défense globale aussi du Thunder, qui a beaucoup plus gêné finalement les Mavs que celle des Wolves. Au tour d'avant, on les a vus se faire un peu parfois malmener par des choix tactiques et des options prises de rotation par Tyronn Lue chez les Clippers. Donc en fait, les Mavs, ce qui est assez impressionnant, c'est que quel que soit le contexte, quelle que soit la physionomie des matchs ou des séries, quelles que soient les armes, les points forts et les armes de l'adversaire, à chaque fois Dallas est arrivé avec « Ok, vous inquiétez pas ». Là, on vient de perdre un match. Là, on vient de... ceci n'a pas été bien géré. La première mi-temps, ceci. Le premier quart-temps, cela. On va revenir avec les ajustements. Et comme on a 2 génies dans le backcourt, plus une équipe extrêmement bien construite autour,
Bien joué Nico Harrison, la deadline. On n'a pas fini d'en reparler de la deadline de Nico Harrison. Même du choix de prolonger Kyrie il y a 1 an et tout, machin. Enfin bref, les choix globaux du front office. On va revenir, nous, les Mavs. Et en fait, là où vous nous posiez les problèmes, maintenant c'est nous qu'allons vous en poser. Ils l'ont fait à tout le monde, dans des cas de figure différents, avec un Luka pas très performant, pas très efficace face au Thunder, avec, enfin tu vois... Même face aux Clippers. Hein. Même face aux Clippers, alors que Kyrie était un peu plus en dents de scie dans ces séries-là. Là, la série face aux Wolves, attention à pas se faire tabasser physiquement par les Wolves. Ouais. On a vu Lively et Gafford, pas tout seul, hein, avec PJ Washington, Derrick Jones Jr. aussi très bon défensivement en premier rideau sur Anthony Edwards par exemple. On les a vus répondre aux défis physiques tout en appuyant sur vraiment le côté génie tactico-technique de Luka principalement, mais aussi de Kyrie Irving et de Jason Kidd, parce que là, clairement, on l'a déjà dit, mais on va le redire, l'autre, hein, il fait des playoffs, Jason Kidd, pour l'instant, là. Moi, je croyais pas, tu vois, moi je pensais pas qu'il pouvait vraiment... Il y a beaucoup de bons choix, beaucoup. Respect. Mais je vais même te dire, il y a beaucoup de fans de Dallas... tu leur as dit il y a 1 mois et demi que Jason Kidd est le meilleur coach des playoffs. Allait faire ça. Ils leur ont dit oui, bien sûr, oui, d'accord. C'était pas l'habitude. Pour l'instant, c'est le meilleur coach des playoffs, non ? On a eu des choix, moi, qui m'ont assez impressionné dans l'utilisation de certains joueurs, c'est-à-dire à la fois le Tim Hardaway Junior Game et le début de série contre le Thunder qui te sauve sous bien des aspects. La manière aussi de faire comprendre à PJ Washington que sur une série où ça va être dur défensivement, tu vas avoir beaucoup de responsabilités et il va falloir que tu scores. Donc ça a été... Tu parles du Thunder là, enfin la série face au Thunder. Ouais. Et ensuite, finale de conf. Non, c'est bon, Tim Hardaway Jr. On a... Merci. Je vais faire jouer Josh Green. Jaden Hardy et Josh Green. Ouais. Les gars, là, c'est votre moment. Donc, Jaden Hardy, tu vas avoir quelques minutes là que tu n'avais pas forcément, qui étaient hors rotation. Enfin, Jaden Hardy, alors que pourtant, le phénomène potentiel il le sort au bon moment. Moi, j'ai beaucoup. Il a bien le groupe aussi. Oui, bien sûr. Et énorme dynamique de le groupe vit bien et se sent. Moi, j'ai été évidemment épaté de voir le close-out game à Minnesota, puisque le match a duré 2 minutes. Ah non, mais c'est des tueurs. C'est le niveau de concentration, tout à fait, le niveau de concentration de cette équipe et de capacité à admettre ses erreurs. C'est-à-dire qu'ils ont chié le Game 4 contre le Thunder. Ils ont chié le Game 4 contre Minnesota. Mais d'ailleurs, comment tu réagis ? Notamment Luka d'entame 20 points dans le premier quart-temps et les autres garçons autour. Oui, le public qui chauffe Luka, là, qui fait comme avec les taureaux et tout. Faut pas faire ça, on vous l'a déjà dit. Tout à fait, il y a des catégories de joueurs, faut pas faire ça. Mais qui aurait mis plus 16 à Minnesota dans le premier quart-temps après ce qui s'était passé avec tout ce qu'il y avait comme importance ? Je suis d'accord. Je les ai trouvés hyper sérieux. Et c'est vrai que Jason Kidd, il a sa part là-dedans. Tout à fait. Je sais plus quel apéro c'est. Je crois que ça doit être du début mars, de choses à suivre sur la fin de saison ou du fin mars. Où on discutait ensemble de ce côté très flippant de ces Mavs, potentiel contender. Je pense que c'est plutôt du fin mars parce que c'est là qu'ils font leur run. Je peux te dire. On a fait de l'apéro et ça devait être un truc d'actualité. Ils nous donnent confiance, ils nous font pas confiance. J'ai découpé l'extrait. 24 février l'extrait. L'extrait où je dis les Mavs sont dangereux. Alors, je pense que c'est de cet apéro-là dont tu parles. Alors il y a ça et il y a après ils nous donnent confiance et on a méfiance. Oui. Je pense qu'on a fait aussi plutôt fin mars où en fait Dallas a cet aspect de contender. Ils ont vraiment répondu à absolument tous les challenges. Je trouve que la dynamique Luka plus Kyrie est exceptionnelle. Ça se voit là. Ils sont les deux là. Ils sont en mission. Exactement. Ils sont pas les seuls, mais eux, ils veulent y aller en mission, effectivement. Et ça doit faire très peur aux Celtics parce que là, c'est une équipe de Dallas qui a impressionné, mais à chaque round. Et puis cette dynamique, elle démarre là pendant le mois de mars. Il y a eu un peu de flottement. Jason Kidd a essayé des trucs dans la rotation, puis tout d'un coup, il a trouvé son 5 majeur. Tout à fait. Luka, Kyrie, Derrick Jones Jr., qui était plus dans le 5 majeur à un moment, que Jason Kidd a remis dans le 5 majeur en mode first stopper extérieur, quoi. Vas-y, tu vas arrêter tous les meilleurs ailiers des playoffs. N'empêche que le type, il prend son rôle très au sérieux, puis comme il a une envergure de fou malade et une détente, c'est n'importe quoi sa détente, on dirait qu'il a un trampoline dans ses mollets. Non, c'est vrai. Plus PJ Washington et
La rotation, on va dire Gafford-Lively, parce que la rotation Gafford-Lively, c'est ça, on a compris. Grosso modo, ils partagent les minutes au poste de pivot, les deux. Ouais. Et qui, tous les deux, font beaucoup de mal à l'adversaire à cause de leur rudesse physique, de leur longueur de bras, de leur appétence pour venir se tabasser au rebond avec n'importe qui finalement. Dallas, ça leur permet de répondre à énormément de défis. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fonction des contextes, Dallas trouve. Il trouve. Donc, voilà. Grosse série très, en très perspective. J'aime beaucoup ces finales, moi. Moi, j'aime beaucoup. Il y a du talent. Hein. Ouais. Brown, Tatum, Kyrie, Luka. Il y a du soutien. Il y a du gars qui va se tabasser, là. Les Jrue Holiday, les Derrick Jones, les PJ Washington, les Horford, les gars comme ça, là, ça va. Il n'y a pas de surprise de toute façon. Tu as deux très très grosses défenses. Au-delà de l'attaque, tu as deux très très grosses et très bonnes défenses. Et ça peut être dans tous les registres, ces finales. Ouais. C'est-à-dire que tu peux avoir vraiment des finales où il y a un niveau exceptionnel de talent qui s'exprime sur la plus grande des plateformes. Ou une guerre de tranchées. Donc, voilà, tu as une guerre de tranchées aussi où défensivement, c'est tellement dur que, en fait. Chaque panier est posé en apnée. Chaque point compte plus que d'autres. Ouais, c'est possible. Hein. Donc, non, la dynamique est super. Et donc, pour finir juste sur Dallas, on avait eu parfois des petites interrogations, soit sur la nuque de Dereck Lively, soit sur les cannes de Luka Doncic. Bon, le 5 majeur, moi, je ne vais pas en parler, il est à 100%, il n'y a pas de problème. Hein. Luka, Kyrie, DJJ, comme tu as parlé. Il y a Kleber qui est un peu revenu. Merci pour ta participation, comme Dwight Powell. Et on verra évidemment pour Lively au niveau de la nuque. Mais c'est tout. On verra qui il utilise entre Hardaway, Green, Hardy en sortie de banc. Mais en gros, voilà, l'équipe est au complet. Tout à fait. Tout le monde est là. Boston-Dallas, nous y sommes. Et si on faisait le point tactico-technique? Exactement. Allons-y. Nous sommes dans les bureaux de Joe Mazzulla et de Jason Kidd. Et donc, il y a un aspect de cette série qui va nous intéresser plus que d'autres. Si vous en avez un, n'hésitez pas à le partager. On a très hâte de lire vos commentaires. Alex, c'est quoi ton point tactico? C'est dans la continuité du point tactico que j'avais soulevé pour la série Wolves-Mavs, qui a d'ailleurs généré plein de discussions hyper intéressantes sur les réseaux sociaux comme Twitter par exemple. Comme le X de Alex. Voilà, exactement. J'avais dit, voilà, je sais plus comment je l'avais formulé, mais j'avais dit comment les deux défenses vont s'adapter à l'attaque de l'autre. Là, et donc j'avais beaucoup parlé de la défense de Minnesota sur Luka Doncic notamment. Là, je pense que dans la continuité de ça, on a ce qui, pour moi, est le meilleur backcourt offensif de la NBA actuelle, c'est sûr. Après, dans les backcourts offensifs de l'histoire, on va discuter Luka, Kyrie, on va déjà attendre de voir ce qu'ils sont capables de faire en finale et tout. Mais ça rigole pas du tout, c'est très varié. On a deux joueurs exceptionnels offensivement à tout niveau. Hein. Drive, shoot, passe, choix et tout, mais c'est dingue. Et en face... est-ce qu'il y a un meilleur backcourt défensif en NBA aujourd'hui que Derrick White, Jrue Holiday? La réponse est non. Sans parler du fait que, attention, hein, dans les ailes, Jaylen Brown et Tatum, si jamais ça switch, moi si demain ça switch et qu'il y a Brown qui se retrouve face à Doncic, t'es pas en PLS, hein. T'es pas en train de suer, tu dis bon, Jaylen Brown, tu vois. Et Tatum a fait des gros progrès défensifs. Mais comme il joue vraiment plus 4, je le compte un peu moins, mais il est là. Il prend beaucoup de responsabilités défensives. Grave, il a pas peur. Plus que ce qu'on mentionne, je trouve. Ah, mais je suis d'accord. Mais donc en gros, mon point tactique, c'est, je vais beaucoup regarder comment Boston, qui a une défense exceptionnelle, va aborder le cas Luka Doncic, Kyrie Irving. Le TD Garden, lui, on sait comment il va aborder le cas Luka Doncic, Kyrie Irving. En sifflant. Oui, et j'ai envie de dire, si c'est ça le minimum, ça va, parce qu'il y a le cas Luka Doncic, il y a le cas Kyrie Irving avec Boston. Voilà. Donc je reparlerai dans une autre section. On verra. Mais en gros, la logique voudrait que Jrue Holiday soit envoyé en mission en premier rideau. On sait que le premier rideau face à Luka Doncic, c'est quelque chose de très important. C'est pas tout, mais c'est très important. Les Wolves nous l'ont montré, hein, ils ont tout essayé. Hein. Mike Daniels, Anthony Edwards, Naz Reid, Kyle Anderson, là, dans le match 5. D'ailleurs, ça n'a pas si mal fonctionné que ça. Enfin bref, voilà. Après, il y a les couvertures que tu fais derrière. Il y a plein de problématiques. Donc, a priori, Jrue Holiday, je pense. Hein. Après, Derrick White, il peut y aller. Jaylen Brown aussi, il peut s'y coller. Hein. Et puis, tu mets un gars sur Derrick Jones Jr. Le problème, c'est que Derrick Jones Jr., en ce moment, il est à plus de 40% à 3 points. Donc, tu n'as pas trop envie de le laisser shooter tout seul non plus. Que Luka, dès qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, il le voit, il passe. Kyrie aussi. Donc, tu as toute une problématique. Le premier rideau, comment tu réduis l'espace en permanence entre Luka qui porte la balle et le défenseur pour éviter déjà, parce que Derrick White et Jrue Holiday sont quand même plus petits que Luka Doncic. Et donc pour éviter qu'il passe son temps à leur shooter par-dessus, parce que quand ça commence à rentrer, putain, ta défense,
a vraiment de moins en moins de solutions. Deuxième problématique, comment tu gères les bons gros écrans de Gafford et Lively, derrière lesquels même des excellents défenseurs comme White et Holiday vont avoir du mal à rester devant Doncic, donc vont se retrouver derrière le gros boule de Luka Doncic. Et là, il va falloir que quelqu'un sorte. Si tu n'as pas Porzingis, c'est qui? C'est Horford ou peut-être Tatum qui va venir justement avec ses longs bras faire les aides et tout. Mais donc, je suis très curieux de voir comment cette excellente défense de Boston va aborder le cas Kyrie et surtout Luka Doncic. Je pense que elle en a les moyens. Je pense qu'on a vraiment une défense incroyable. Faut pas du tout sous-estimer la puissance du body de Jrue Holiday qui est plus proche de Lugensdort que de Jaden McDaniels. Voilà. Et qui, à mon avis, évidemment, il est plus petit, mais il a la puissance pour empêcher Luka de trop s'approcher du cercle et tout. Et en plus, il a l'expérience. Et en plus, c'est un voleur de ballon hors pair. Donc, tu es obligé de faire extrêmement attention à ta balle. Bon, après, ça va, hein, Luka Doncic, il sait manier un ballon. Hein. Ouais, mais... Et Kyrie aussi, mais ça reste... Voilà. Ensuite, tu vas avoir... Sur les switches, comme je l'ai dit, ils ont vraiment... Il y a très peu de switches, finalement, qui font peur à Boston. Ah, il y a le switch Horford sur une île déserte. Bon, oui, c'est sûr que ça sera pas cool. Non, ça sera pas cool. Ça sera pas. Oui, mais c'est pas. Horford, il va te gérer des trucs, hein, mais de temps en temps, il va être en galère quand même. C'est pas tout à fait, mais c'est pas Carl Anthony Towns. Excusez-moi d'enfoncer le truc. Ou Rudy, hein. Rudy, il est emmerdé loin du cercle. Dans les îles, Horford va peut-être l'être un petit peu moins, mais encore qu'il il a pas progressé en vitesse avec l'âge, donc ça va quand même être. Ça risque de grincer. Ouais, mais il sait comment bien se positionner en fait. C'est-à-dire qu'il a en effet pris de l'âge, mais il sait comment bien se positionner pour orienter vers les gars. Et surtout, Tatum et Brown sont en boucheur, en aide, en boucheur de trous. Ils sont exceptionnels. Non, maintenant, ils savent comment fonctionner. Exactement. Ouais. Donc, vraiment, je suis très curieux de voir parce qu'il va y avoir plein de conséquences à ça. C'est qu'on a bien vu, si Luka Doncic commence à prendre confiance et que ça commence à rentrer des step back 3 par-dessus des joueurs plus petits ou pire, à foutre des runners à 4 mètres parce que les gros savent pas quoi faire entre sortir ou protéger le lob ou quoi, tu es vite dans l'embarras. Et quand tu commences à être dans l'embarras sur Luka Doncic, c'est tout Dallas qui te mange. Puisque Kyrie Irving commence à trouver ses petits espaces. On a PJ Washington, bon, il n'a pas trop rentré ses tirs là contre les Wolves. Ça va pas empêcher Dallas de gagner la série 4-1. T'as Derrick Jones Jr. qui lui en a pris moins, mais a plutôt tendance à les rentrer. Et après, t'as les deux grands baisers là, qui runnent le cercle, qui agressent, qui vont sur les lobes et tout. Donc en fait, beaucoup de choses démarrent de la défense des Celtics sur le backcourt de Dallas. Et donc voilà, après une fois que tu as Luka, c'est comment ils vont gérer Kyrie. T'as pas trop envie que Kyrie prenne trop feu, t'as pas envie que Kyrie trouve trop les espaces de pénétration, t'as envie plutôt, même s'il est très adroit, hein, mais t'as plutôt envie quand même qu'il shoot un peu plus de loin et tout. T'as pas envie de voir Luka ou Kyrie se balader trop dans ta raquette, ce qui est un peu trop arrivé aux Wolves et on a vu les conséquences. Donc vraiment, ça, Boston, on va regarder ça de très près. Ils ont tout ce qu'il faut pour. Maintenant, comment ils vont l'utiliser et surtout comment Kyrie et Luka vont aborder. Parce que là, je n'ai pris le prisme que de la défense de Boston, mais si moi je suis au courant, Jason Kidd est au courant, Luka Doncic est au courant, Kyrie Irving est au courant, et bien évidemment qu'ils vont taffer leur truc et qu'ils vont arriver, comme ils l'ont fait à chaque série, avec des idées, avec des concepts offensifs qui vont leur permettre de mettre à mal une des meilleures défenses de la ligue. Tout à fait. On va voir ce que ça peut donner, mais c'est vrai qu'il y a... Ils peuvent tout switcher à Boston. Ça se trouve, ils vont dire on switch tout. On se fait pas chier, on passe jamais sous l'écran, on switch tout. Il n'y a pas de shoot à 3 points. Ou alors ils vont dire il n'y a pas de drive. Du coup, ils vont... Tu vois, mais ils vont devoir faire des choix. Ouais, je sais pas trop comment ils vont... Bon, évidemment, ils vont pas être sur un seul type de couverture. C'est le travail de plusieurs hommes, évidemment, pour défendre des gars comme ça. Plusieurs hommes, plusieurs systèmes. Moi, je suis surtout impressionné, et ça concerne évidemment nos amis de Dallas, par la capacité de certains, dont Derek Lively, qui est pourtant qu'un rookie, de faire les choix en 4 contre 3. C'est-à-dire que lorsqu'on a des joueurs comme Kyrie ou comme Luka qui sont trappés, et que ces garçons-là donnent la balle à Derek Lively, donc vraiment dans l'espèce de zone entre la ligne à 3 points et la ligne des lancers, où Derek Lively doit prendre ses décisions, ce qu'on appelle un peu la zone Draymond, où tu sais, tu es un peu en 3 contre 2 ou en 4 contre 3, et tu dois prendre la bonne décision, soit aller là-haut, soit le gars dans le corner. Lively est tellement bon là-dedans, et d'autres garçons aussi sont bons, hein. Moi j'ai vu des Derrick Jones Jr. Prendre la balle comme ça en 3 contre 2 et Eurostep et passe sous l'arceau en provoquant la rotation pour qu'il y ait un mec qui dunk. Ils sont tellement bons qu'à la limite le premier rideau va être intéressant, mais je me demande surtout est-ce que tout le monde va suivre
une fois que tu as fait ça, parce que venir doubler sur des garçons comme Luka et Kyrie, bon, super, bravo, on a appuyé sur le bouton carré et tout le monde est venu doubler. Mais c'est pas ça le plus intéressant, c'est que quand tu te retrouves en situation d'infériorité numérique derrière, est-ce que parmi les 2 gars qui sont venus doubler, il y en a un qui est venu faire la bonne rotation au moment, puisque une des grosses forces de Dallas, c'est de faire tourner, shoot ouvert. Donc, oui. C'est une force de Boston aussi d'ailleurs. Tout à fait. Et peut-être aussi que Boston va nous dire écoutez, voilà, nous on a décidé de prendre un parti pris. Peut-être. Ça arrive, on a déjà vu des séries comme ça. Washington. Oui, mets tes tirs. Ou alors, bravo à Luka, tu as été à 50 points de moyenne, mais on a verrouillé le reste. Tu crois vraiment à ça, ouais, tu penses, ouais. Je pense qu'on va faire face à tout type de scénario défensif sur ces finales NBA, que tu es toujours exposé à une explosion offensive, soit de Luka et de Kyrie, et qu'en cours de match, tu es obligé de prendre une décision. C'est que, oui, tu peux peut-être prendre un bouillon de la part de ces joueurs-là, mais on l'a vu, ce qui est compliqué avec cette équipe de Dallas, c'est quand tu as commencé à avoir des circus shots de Daniel Gafford et des shoots main gauche de Dante Exum. C'est quand tu commences à avoir OKC qui se fait PJ Washington. C'est quand tu commences aussi à avoir d'autres joueurs au premier tour qui font leur boulot. Et donc tu as ce duo qui est extraordinaire, mais si tu es Boston, tu fais comment? Est-ce que tu acceptes de prendre ça ou est-ce que tu essaies de réduire au maximum leur production? Je crois que c'est tellement difficile vu leur niveau offensif que je ne serais juste pas surpris à titre personnel qu'une des coverages de Boston ce soit de dire, comme tu l'as bien souligné, trop petit, plus petit, ou en tout cas Luka te shoot par-dessus, vas-y. Oui, puis surtout, vas-y mon gars, mais en 55, l'avantage c'est de Boston, autour, ils ont des défenseurs. T'as raison. Et en plus, Boston ont des défenseurs qui en 1 contre 1, chacun leur tour, vont faire du taf. C'est-à-dire que ça va pas être facile. Et fatiguer même Luka, même en 1 contre 1, oui. Scorer sur Jaylen Brown ou sur Jrue Holiday, ça reste relou. C'est quoi la meilleure option pour essayer d'annihiler les Mavs? C'est d'avoir un Luka qui a pris 27 tirs et les autres pas trop? Ou c'est quand les Mavs répartissent bien leur shooting, leur scoring, que tout le monde est une menace? Ça se pose comme question. Non mais tout à fait. Et d'ailleurs la question, après je sais pas si... mais en tout cas, elle se pose aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire, la défense des Mavs, elle a affaire à une sacrée attaque. Ouais. C'est que l'attaque des Wolves, voilà, ils vont voir du vert, mais ça va les changer au niveau offensif. T'es d'accord? Bien sûr, bien sûr. C'est quand même une autre chanson. Ça va être plus compliqué à défendre. Ouais. Tu vas pas commencer à... Déjà à Boston, il n'y a personne que tu peux laisser shooter déjà. Non, personne. Personne. Et t'as pas mal de mecs qui peuvent jouer tes gars en ISO, même tes bons défenseurs. D'ailleurs, dans la saison, Dallas s'est pris un bouillon comme ça, mais c'était la saison régulière. Hein, mais ils ont pris ce qu'on appelle le Boston Game, qui est 21 sur 45 à 3 points. Merci, au revoir. Merci, tu vois, c'est ça, voilà. Tu te prends une douche sur la gueule. On parle quand même d'une des attaques les plus efficaces depuis je sais pas combien d'années. Enfin, c'est un truc de malade. Donc, Dallas qui défend hyper bien. Tu vois, moi, c'est la défense sur Luka Kyrie, mais à voir aussi comment Boston va les faire bosser de l'autre côté. Peut-être qu'un des bons moyens de les défendre, c'est de les obliger, eux, à faire vraiment des gros efforts défensifs aussi de l'autre côté. Voilà. Moi, j'ai hésité entre plein de choses et en fait, ça va être un secteur assez précis qui est vraiment le decision making de certains en ayant les yeux rivés vers la peinture. Je m'explique. Si on prend statistiquement Dallas, c'est une équipe qui a bien aimé responsabiliser ses shooters dans les corners parce que beaucoup d'équipes défensives font la même erreur. Ça, c'est comme ça, c'est plus facile à dire du canapé. C'est tu viens essayer de trapper soit du Luka, soit de Kyrie. Et Luka est tellement fort et un tel génie en termes de decision making que PJ Washington corner sur ses playoffs, j'ai l'impression qu'il en a loupé 0. Il en a loupé quand même. Ouais, mais honnêtement, quand je vois PJ Washington shooter dans le corner, t'as l'impression que ça va rentrer, je sais pas, 80% du temps, quoi. Mais oui, en effet, il y a eu des loupés. Derrick Jones Jr., pareil, là, encore là, contre Minnesota, corner droit, il a mis des importants en plus. Et il en met des importants. Et donc, du coup, en face, tu as une équipe comme Boston qui est très très forte pour défendre notamment ses joueurs dans les corners là. C'est une équipe qui est capable de faire des close-out hyper agressifs. Et donc, de chaque côté, quelle est l'équipe qui va se souvenir de l'importance d'aller chercher ses points à l'intérieur? Au-delà des histoires de lancer, où ça va encore polémiquer dans tous les sens, ok, fine. Mais plusieurs choses. Côté Boston, si tu n'as pas forcément Porzingis, tu as quand même Al Horford qui était là, on en parlait dans la série face aux Pacers. Lorsqu'il est efficace à 3 points, très hâte de voir comment ça va se passer pour Jason Kidd, pour garder sur le terrain des joueurs comme Gafford ou Lively. Parce que ce qui était formidable pour pour Dallas dans la série précédente, c'est que leurs intérieurs pouvaient vivre aussi parce que c'était un type de série qui allait dans leur sens. C'est que forcément, avec des Gobert et des Towns, ça se rapproche un peu plus de leur style potentiellement. Towns, il est capable de mettre des 3 points. Tout à fait. Ce que tu veux dire. C'était un peu plus dans leur registre. Et donc du coup, côté Boston,
si tu as ces 5 out avec des garçons qui sont capables de tous shooter, est-ce que tu es obnubilé trop par ce shoot dont on a parlé parfois, parce que Boston peut être parfois un petit peu trop amoureux de son shoot, ou est-ce qu'ils vont avoir cette pertinence des choix d'aller sanctionner à l'intérieur parce qu'il faut aller chercher ses points à l'intérieur? Boston le sait, quand ils sont dans cette agressivité. Tu as parlé de Jrue Holiday au rebond offensif qui vient gratter des points. On a parlé de Tatum qui vient et qui attire la défense et qui lâche des bonnes passes. Ces Celtics-là ne doivent pas settle. On a parlé de ce terme pas plus tard que mardi. Boston doit aller chercher ses points intérieurs, mais intelligemment. Parce que lorsque tu as Lively et Gafford qui sont sur le terrain, ce sont les deux meilleurs protecteurs d'arceau de la série. Avec Porzingis. Ouais, mais voilà. il faut qu'ils jouent. Ouais, je suis d'accord. Alors il faut qu'ils jouent, mais sinon ce sont eux. Donc tu vas pas non plus te péter la gueule juste à l'arceau et vouloir essayer de leur faire prendre des fautes. Il faut attaquer intelligemment. Et côté Mavs, du coup, comme tu en parlais défensivement, si tu as à la fois des équipes défensives qui viennent trapper du Luka ou du Kyrie et que la balle va dans le corner, est-ce que les joueurs dans les corners qui vont avoir très probablement des close-out assez agressifs, qui de Dallas peut poser le ballon sur le terrain et aller à l'arceau? Parce que pour le coup, en face, vu ce que va nous proposer probablement Mazzulla, de la protection d'arceau, c'est pas trop ça. Non, c'est sûr que des Derrick Jones lancés, des PJ Washington, Josh Green sur des slash, etc., il va falloir aller chercher ses points. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, Dallas doit aller chercher ses points à l'intérieur parce que c'est une des faiblesses notamment de Boston et qu'il y a du gros point à chercher. Evan Mobley est passé pour prime Kevin Garnett sur le Game 2. Là. Non, oui, sur le Game 2, voilà. Sur le Game 2. Sur le Game 2, il a eu un petit côté Garnett. Parce que sinon, sur la série, c'était plus compliqué. Mais tout à fait. Mais donc, il y a des points à aller chercher et je crois que Dallas devra être intelligent dans sa capacité à aller chercher des points intérieurs parce que tu ne pourras pas rester face à une défense extérieure aussi bonne. On l'a vu, Dallas offensivement contre Oklahoma City. Tu me dis ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que Boston, dans son profil défensif, ressemble plus au Thunder qu'à Minnesota. Ah oui, largement, bien sûr. Grosse ligne extérieure, potentiellement un. Après, OKC, ils avaient un vrai protecteur de cercle. Un vrai protecteur de cercle. C'est pour ça que je disais la différence là, c'est qu'ils avaient une première ligne agressive et derrière un protecteur de cercle. Mais Boston, c'est différent. Plus d'expérience, plus intelligent. Plus d'expérience, Boston, par contre. Plus d'expérience. Attention. C'est pas du tout la même défense que le Thunder. C'est pas la même. Mais non. Ils vont pas tomber dans les pièges de Luka comme ça et tout. Attention. Mais c'est pour ça que du coup, moi, mon point, c'est que Minnesota quelque part, et je crois que Nicolas Batum en parlait vachement bien dans un épisode de preview chez nos amis de First Team, c'est que j'ai l'impression que Minnesota était une, tu l'as dit, on en parlait en off, la défense numéro 1 de la NBA, mais était une match-up qui, on l'a vu sur la série, a fini par être favorable par rapport au build-up, au type de jeu de Dallas. C'est pas la même Boston. Non. C'est une grosse forteresse extérieure différemment. Il faut aller chercher les points différemment. C'est vrai. Alex, donc sur la façon dont Boston va défendre backcourt. Évidemment le backcourt Luka Kyrie, et moi je vais vérifier les garçons qui, comme vous allez voir dans le corner, hop, est-ce que juste tu shootes ou est-ce que tu poses le ballon et tu vas aller chercher les points à l'arceau. On sort les jumelles? Allez, joueur à suivre. Joueur à suivre. Alex, le peuple, qui est votre X-Factor, votre joueur à suivre en tout cas de ces finales NBA 2024? Mon gars Jason Tatum. Ah Jason, pas Jason. Jason, c'est Kid. Ah, c'est Jason. Il fait des playoffs en 26 points, 10 rebonds, 6 passes, avec des pourcentages au tir un peu suspects. Hein. Il est à moins de 30% à 3 points depuis le début des playoffs. C'est quand même pas... ça fait pas rêver. Finale de conf, il a monté le niveau. Après, il faut dire qu'en face, ils n'avaient pas ce qu'il fallait, je pense, pour bien le défendre. Vraiment. Il y a quand même à essayer un peu, mais c'est compliqué. Il faut une défense collective pour défendre Jason Tatum. Donc là, il a carrément monté à 30 points, 10 rebonds, 6 passes, avec des pourcentages légèrement supérieurs à ceux des playoffs. En fait, on attend encore plus de Jason Tatum là en finale. C'est l'heure. Ouais. Là, mon gars, je sais que Jrue Holiday est très fort en défense. Derrick White fait des très bons playoffs. Jaylen Brown a été très très bon. D'ailleurs, c'est lui qui a eu le MVP des finales de conf. Là, Jason Tatum, très vraisemblablement, la défense de Dallas ne va pas trop le laisser faire. Ils ont pas mal de joueurs à lui envoyer au paletot. Il y a PJ Washington, tu peux avoir un peu de Derrick Jones Jr., tu peux avoir, je sais pas, je pense que même Josh Green, s'il est un peu petit, ils vont sûrement l'envoyer un petit peu, bon, au casse-pipe, mais ils vont l'envoyer quand même un petit peu, je pense. Après, il faudra bien faire tourner un peu. Qui donne dire, tiens, Olivier Maxence Prosper, allez. Non, il est blessé, je crois. Ah oui. Il est blessé. Non, mais on verra ce qu'ils envoient, mais et puis ils ont surtout une défense collective, une défense intelligente, mais
Je pense que les grosses missions défensives ne vont pas être pour Tatum. Il rechigne pas, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais comme elles sont vraiment back-court, je pense qu'elles vont vraiment être plus pour Derrick White, pour Jrue Holiday, pour éventuellement Jaylen Brown, tu vois, premier rideau et au tout. rebond et dans les rotations. Ouais. Donc Tatum, des deux côtés du terrain, j'attends des très grandes finales de sa part. Là, j'ai parlé de ses points, notamment, et de ses pourcentages au tir. Sa présence au rebond va être déterminante. On a vu les Mavericks venir se tabasser et regarder droit dans les yeux les Wolves dans le secteur du rebond, qui sont pourtant des furieux au rebond, avec beaucoup de bons joueurs. Les Celtics sont costauds au rebond également, parce que justement, Tatum, Brown, Jrue Holiday, Derrick, tout le monde est capable. T'as pas de deuxième chance. Hein. Mais Luka, il aime bien les rebonds. PJ Washington, il vient se battre. Gafford, Lively, ça vient carrément se tabasser. Derrick Jones Jr., c'est un surathlète. Tu vas avoir aussi en face pas mal de monde. Et par rapport à ce qu'on a dit tous les deux dans les points tactico-techniques là précédemment, on voit bien, à plusieurs reprises, on a cité Tatum dans des rôles défensifs, c'est-à-dire les aides, la protection. Il va falloir qu'il fasse ça. Il va falloir il a beaucoup joué aussi parfois. Ouais, il va falloir qu'il protège, en fait, souvent. Ça va être lui un peu le deuxième rideau protecteur de cercle. Derrick White le fait très bien également. Mais Tatum, sans parler d'aller au contre, hein, c'est d'être là en aide et de venir par exemple fermer le rebond. Ce genre de choses. Et de l'autre côté, en attaque, la défense intelligente en face. Attaque qui va pas te pardonner grand chose. Donc, tu n'as pas le choix. Jason Tatum ne peut pas faire des finales à 30% à 3 points. Tu veux dire les finales de 2022 ? Parce que c'est ça aussi qu'il Il faut n'a pas souligner. le droit de faire ça. La dernière fois qu'on a vu Jason Tatum en finale NBA, c'est normal, c'était ses premières. Et le même de l'été, c'était regarde Andrew Wiggins, vérifie dans sa poche droite parce que je crois qu'il y a Jason Tatum. Voilà. Et ben là, il faudrait pas qu'on dise et oh, t'as vu PJ Washington et Derrick Jones Jr. Regarde donc. Regardez. Nickel. Tiens. Jason, qu'est-ce que tu fais là? Et qu'on est encore tout à fait. Exactement. Et qu'on est encore d'ailleurs tout un tas de mèmes et de punchlines qui vont sortir sur Tatum en mode bravo mec, c'est super avec le fiston. Mais là, on veut des finales NBA de taron. Parce que Dallas, s'il voit que Tatum s'enferme un peu comme il le fait parfois trop dans du tir à 3 points, du step back, du jab step et boum, je colle les 3 points et tout, ils vont dire à PJ Washington, tu y vas, t'es grand, t'es aussi grand que Tatum ou presque, t'as des longs bras, tu fais gaffe à pas être trop près parce que tu veux pas trop te faire driver non plus. Mais tu vas bien me contester les tirs et puis tu sais quoi, on va bien voir, mais si Tatum est à 31% à 3 points sur la série et qu'il en prend 8 par match, ça nous va très très bien. Tu vois, qu'est-ce qu'il a fait? Attends, bouge pas, je regarde là. C'est quelle série que j'ai là sous les yeux? C'est les Pacers. 11 sur 36, ça fait 30%. Voilà. Bah ça, 36 en 4 matchs, donc 9 par match. Ça, voilà, c'est ce que veut Dallas. C'est sûr, c'est ce que veut Dallas. Mais Boston ne veut pas ça. Tatum ne doit pas rentrer là-dedans. Tatum doit montrer quel joueur il est. Il doit montrer quel talent il est. Ce sont des finales sur lesquelles on se demande, on se dit, moi j'ai vu pas mal de posts tourner là, sur X encore, hein, je traîne beaucoup sur X. C'est vrai que tu fais souvent du X. Mais j'ai vu pas mal de posts tourner où les gens sont là, bah, attendez, de toute façon les 2 meilleurs joueurs de la série sont à Dallas. Alors, Tatum non, comment il va pas laisser passer ça quand même? C'est impossible. Il peut pas. Trop de potes. J'ai vu trop de gens. Ils sont là. Oui, il y a Luka, il y a Kyrie. Puis après il y a Brown. Après il y a Derrick White. Après il y a Jrue Holiday. Ça va. Non, t'es d'accord ou pas? Je l'ai balancé. Tu l'as fait. Merde. J'ai demandé sur ces finales qui sont les 7 meilleurs joueurs présents et dans quel ordre vous les classez. Mais non, vas-y fais voir. Après c'est chacun ses trucs. Alors t'as Luka Tatum, bien sûr. T'as Luka Tatum aussi, mais parfois souvent t'as du Luka et Kyrie. Tu vas voir. Non, il y en a bien sûr. J'en ai vu. Il peut pas laisser passer ça. Non, mais tu vois, Doncic Irving, normal. Et tout le monde met Luka tout en haut. Mais je peux. Tatum, il doit avoir envie de dire oh. Oui. Non, mais il doit avoir envie de dire je suis capable de mettre 30 points et je défends beaucoup mieux, par exemple. Tout à fait. Bien sûr. En fait, je te suis totalement. J'ai très très hâte de voir notamment sur des histoires de Money Time, notamment parce que il y a une des décisions principales de Dallas va être aussi de vouloir pousser Boston à se retrouver dans le Money Time. On a parlé dans la série face aux Pacers. Et eux, ils adorent. C'est létal Dallas dans le Money Time. Il n'y a rien à faire. Très dangereux. Et du côté de Boston, attention, on a vu du gros dagger posé par Jaylen Brown parce que Tatum n'avait pas forcément répondu présent. Après, on a vu aussi Jason Tatum à la distribution, moi que j'ai adoré dans le Money Time, pour terminer les cases. On a vu Jrue Holiday au play défensif aussi. Tout à fait. Mais en tout cas, Tatum offensivement et dans les Money Time, moi je vais l'attendre beaucoup là-dessus parce que
Parce que oui, avant que la série démarre, on dit c'est Luka et Kyrie qui sont C'est les deux le plus gros talents combienième meilleur joueur de cette série de Jason Tatum. Ne me répondez pas 4e, je vais m'énerver. Parce que si c'est le cas, c'est pas bon du tout pour Boston en fait, je pense. Bah, c'était le cas des finales 2022. Oui, et là, il y a beaucoup de gens qui, comme Jaylen Brown vient d'être MVP des finales de conf, et mérité, attention, Jaylen Brown, joueur extraordinaire. Il fait super playoff. Hein. Mais Tatum, il peut pas laisser comme ça. Donc pour moi, c'est vraiment le joueur à suivre, limite la superstar Factor X, parce que on se rend pas compte, le gars est quand même hyper fort des deux côtés du terrain. Ouais. Et là, il shoot mal. Donc s'il se met, par exemple, ne serait-ce qu'à bien shooter, propre, à un petit peu mieux choisir aussi, parce que il y a pas mal de tirs où t'es là, tu fais bon, ouais. Oriente-toi dans la glace. Ouais, t'avais pas la place de shooter là, fallait peut-être pas shooter. Tu vois, Dallas va lui faire payer tout ça. Non. Donc c'est à lui de se mettre au niveau et de nous montrer, genre, qu'est-ce que c'est que ça là. Les gens, moi je suis dans la catégorie de Luka Doncic. Ouais. Je suis pas dans la catégorie de, j'allais dire PJ Washington, mais vous m'avez compris. De Ja Morant. Non mais tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un gros, no disrespect envers Ja Morant, mais il y a un gros truc aussi à travailler. Là, sur les prochains jours, ça ne nous concerne pas trop parce que nous, on est plutôt en France. Mais comme vous le savez, on en a parlé. Il y a aussi tout un argumentaire et une conversation sur l'émergence de ces talents non américains et qui est le prochain visage parce que les Steph, KD, LeBron et tout commencent à tousser un petit peu, même si LeBron tousse en 28-8-8. Et c'est vrai que Tatum, depuis quelques années, si on regarde purement statistiquement, en playoff, c'est extraordinaire ce qu'il fait là sur son début de carrière. Vraiment, il n'a pas encore la bague, mais ce qu'il fait jusque-là, c'est très très fort. Il y a des scorings de fou en Game 7, il y a des dingueries à l'extérieur pour sauver des saisons. Il y a des stats, tu peux aller voir déjà les totaux, il est en avance sur la plupart des joueurs dans l'histoire des playoffs en NBA. Parce qu'il a été très très vite, très très fort en playoff. En plus, il a très très vite été assez loin en fait. Exactement. Là, si Tatum... Regardez ce qui s'est passé avec Jokic en l'espace, évidemment, d'un énorme run de playoff, mais aussi de finale NBA remportée, avant et après ces finales. Tatum, si Boston remporte ses finales et qu'il est le patron et donc MVP des finales, ça a une énorme incidence sur la suite, sur tout ce qu'il va y avoir comme coverage américain autour de lui, sur la façon dont aussi les Celtics vont tenir, parce que, Alex, si Boston fait tout ça pour perdre ensuite en finale, attention. Ah bah bien sûr. Attention. Non mais ils sont favoris, ils doivent gagner, hein. Bon, et après, Dallas avec Luka et Kyrie et ça passe par le patron. Voilà, et ça passe, il doit montrer qu'il est le patron. Donc là, voilà, j'en ai fait mon joueur à suivre du coup parce que son rôle est crucial. Je veux dire, est-ce que Boston peut vraiment battre Dallas avec un Tatum pas si performant que ça? Bah si en face il y a un Luka ou Kyrie pas si performant que ça. Ouais voilà, oui. Mais attention à ça. T'as quoi? T'as qui? Pardon, plutôt. J'ai l'homme le plus surveillé de la planète basket sur les 2 prochaines semaines. Kyrie Irving. Pardon. Alors, bref, ouais, j'arrive même pas à démarrer. Kyrie Irving est de retour en finale NBA. Bouh. Kyrie Irving est de retour en finale NBA contre les Boston Celtics. C'est ses 4e finale, Kyrie étant. Il a fait 3 avec les Cavs. Hein. 15, 16, 17 et après ciao, bye bye. Ouais, c'est ça. 3 avec les Cavs. Donc il a déjà gagné 1 sur 3. Tout à fait. Donc là, il va faire ses 4e Et finales. celle qu'il a gagnée, on s'en souvient tous ce qui s'est passé. Il a été tout à fait clutch. Donc Kyrie est de retour en finale NBA. Kyrie est de retour en finale NBA face aux Boston Celtics. Avec tout ce que ça veut dire. Les 2 prochains matchs vont être au TD Garden avec Kyrie Irving qui va se faire huer, mais comme jamais, et avec un public de Boston qui, on le sait, parce qu'il y a évidemment des abrutis dans toutes les fanbases NBA, vont particulièrement jouer sur cette toxicité de la relation entre Kyrie et les fans de Boston. Ils vont tout tester. Ce qui va être envoyé à Kyrie là, ça va être parfois très drôle et parfois nettement moins. Il faut s'y attendre. Oui. Ils vont tout tester. Ils vont tout tester parce que c'est aussi Boston qui va aller chercher le titre. Kyrie Irving. On parle beaucoup évidemment de Luka Doncic là sur ce qui s'est passé avec Minnesota. Moi, à titre perso, j'entends s'il y a des gens qui veulent débattre de qui a été le meilleur joueur de Dallas sur l'ensemble des playoffs jusqu'ici, sur les 3 tours. Ça se discute. Kyrie sur la finale de conf, c'est vraiment Luka, mais depuis le début des playoffs, ça se discute. Premier tour, Kyrie fort. C'est lui d'ailleurs qui fait en sorte que Luka s'exprime après et dit il va falloir que je jette Kyrie. Deuxième tour, évidemment, Luka a été un peu diminué, a été pas mal retenu par Lugensdorf. On a eu du Kyrie qui a fait des très hauts mouvements. Je suis impressionné par le niveau de concentration et le niveau défensif de Kyrie. En ce moment, Kyrie, pas plus tard que le finishing game là, contre Minnesota, minute de repos de Luka. Venez les gars, donnez-moi 2-3 trucs là. Je vais mettre en l'air Gafford. Je vais distribuer à l'autre. Je vais intercepter. Je vais défendre. Il y a un mec qui n'est pas concentré. Viens Maxi Kleber. Le niveau de concentration de Kyrie est exceptionnel. Il est en
pleine forme, à fond niveau santé, et ça reste le génie technicien qu'il est. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir de la part de Kyrie Irving sur sa finale NBA? C'est le mec qui va attirer les yeux de tout le monde. Il va se bouffer une grosse défense. Il va se bouffer une très grosse défense. Il va retrouver des anciens coéquipiers. Il va avoir droit à des couvertures de la part de Derrick White et de Jrue Holiday. Il va avoir des couvertures parfois de joueurs plus grands comme Tatum et pour Brown notamment. Il va chercher les switches. Est-ce que ça va bien se passer face à des Brown avec les aides d'autres garçons? Et puis, est-ce que Kyrie va être à ce niveau de concentration sur l'ensemble de la série? Parce que on le sait aussi, qu'est-ce qui va se passer si des reporters, comme j'en parlais avec Simon dans l'addition, vont être les premiers à dire « Dis donc, qu'est-ce que vous pensez de cette provocation qui a été envoyée ?» Là, le niveau de provocation qui va être proposé par les fans de Boston et aussi par les médias qui vont vouloir essayer d'allumer un petit peu la braise, là, on va voir de quel Kyrie Irving on parle. Est-ce que ça va être un des meilleurs joueurs de l'histoire qui a aidé à remporter un des plus grands titres de l'histoire et qui revient pour dire « Vous avez bien joué les Mavs, parce que lorsqu'on me prend, non seulement vous allez jusqu'au titre, mais en plus je vous ai aidé à battre les Celtics sans avoir l'avantage du terrain », ce qui était le cas contre Golden State en 2016 en fait. Ah non, mais c'est clair. Et en fait, Dallas ne peut pas, tu posais la question pour Tatum, pour moi Dallas ne peut pas exister du tout dans la série si Kyrie n'est pas sur un niveau vraiment très élevé et régulier surtout. Il va falloir que Kyrie soit régulier. Il n'y a plus cette histoire de tu fais la première mi-temps, moi la deuxième. La marge d'erreur, là, elle est très fine. Elle est très très fine. Si Luka fait un très très bon premier quart-temps, Kyrie n'a pas le droit de louper sa deuxième. Dans le Money Time, mais oui, ils vont avoir besoin de lui. Et ainsi de suite. Non, mais complètement. Si tu prends ce que tu disais tout à l'heure, qu'une des stratégies de Dallas peut être de se dire, ok, on doit bien s'appliquer, être très concentré, on doit emmener les Boston Celtics dans des fins de match serrées, parce qu'on peut les outplay dans le Money Time, ce qui est réel. Hein. Ce qui est réel. Mais ça passe par un gros Kyrie quand même. Exactement. Pas que Luka. Exactement. Et donc ça veut dire qu'à la fois offensivement, il va falloir ce génie, cette créativité, cette capacité à s'en sortir de cette défense énorme, et en même temps, en défense de l'autre côté, répondre au challenge, parce qu'on l'a vu prendre certains challenges. Kyrie Irving sur Shai Gilgeous-Alexander, là par exemple, il serait plutôt sur quoi? Il serait capable de prendre genre du Jaylen Brown, Kyrie Irving? C'est chaud, mais en même temps, peut-être. Hein. Non, tu peux. L'avantage pour Dallas, il y en a un, voilà, c'est que Jrue Holiday et Derrick White sont des bons joueurs offensifs, mais ce ne sont pas des mecs qui vont exploser au scoring, pas tant que ça. Donc Kyrie va être sur un de ces deux gars, je pense. J'allais te poser une dernière question avant qu'on fasse transition. Et Kyrie et Luka en fait vont jouer les bacs courtes, les yeux dans les yeux, je pense. Au-delà du 5 majeur, si on est sur un 5 de fin de match serré et que Boston te propose le fameux 5-out, Jrue, Horford, White, Tatum, Brown. Le 5 majeur, quoi. Ouais. C'est quoi, en l'absence de Porzingis, c'est quoi le 5 qui finit le match à Dallas? Qu'est-ce que Jason Kidd est capable de nous inventer? Je pense que c'est... Son 5 majeur tout court? Ouais, peut-être Lively à la place de Gafford en fonction de ce qui s'est passé. Peut-être. Mais sinon, parce que sinon il peut, en fonction du niveau de forme de, je sais pas, de Josh Green ou de un Jaden Hardy dans le match, il peut tenter un truc un peu small avec Derrick Jones Jr. et PJ Washington. Mais j'y crois pas trop. Hein. Moi, je crois que ça va. Je crois que là, il y a plusieurs paramètres. De toute façon, on peut pas parler de tout dans les previews, mais on n'a pas assez parlé évidemment de Jaylen Brown, qui va avoir un rôle évidemment très important, qui peut modifier les rotations de Jason Kidd. Ah oui. Et effectivement, comme tu le disais là, pour Gafford et Lively, il va vraiment falloir qu'ils prouvent leur utilité dans cette série. Après, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que le mec, il peut avoir un peu de mal à défendre parce que le 5-out, ça va le saouler et tout. Dans ce cas-là, je mets plus Lively, moi, perso. L'avantage, c'est que si tu as un mec comme ça qui arrive à tenir sur le terrain, tu peux vraiment tabasser le rebond offensif. Ouais. Tu peux vraiment faire des dégâts. Ouais. Ce qui est intéressant également. Non, mais de toute façon... Et Boston laisse très peu de rebond offensif, donc c'est chiant. Ils en laissent très peu, mais je pense que les Lively et les Gafford ont vraiment le nez et le physique pour aller en prendre. Pour aller en prendre et des rebonds qui vont coûter cher. Quelle série, bordel. Ah ouais, ça va être une belle série. Regardez. Monsieur Alex sur Jason Tatum, Kyrie Irving pour Bibi, dites-nous vous qui est votre joueur que vous allez suivre plus que tout évidemment, du Luka, du Jaylen Brown et compagnie, peut-être un petit Peyton Pritchard dans Factor X, car il y a toujours un héros qui sort du lot lors des finales NBA. Et si on finissait par le principal? Il y a des gens qui ont déjà cliqué. Pronostico. Allez, boum. Dans cette section, c'est très très simple. Évidemment, on fait des rappels importants à vous donner l'avenir. Ouais, le rappel, vous le savez. Les paris sportifs interdits aux moins de 18 ans. Et même si vous avez 18 ans et que donc légalement vous pouvez parier, il ne faut pas miser l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, même si vous avez envie de miser sur Jason Tatum à 40 points par match pendant les finales NBA.
Voilà, on y va mollo, on met pas la maison. Exactement. Comme ça reste fun, tout ça. Alex, est-ce que tu as écrit ton vainqueur des finales NBA? Oui. Est-ce que tu as ton pronostic? Oui. Est-ce que tu as ta cote? Vas-y. Et mesdames et messieurs, Alex, c'est parti, tu nous expliques tout ça. J'ai pris l'outsider. Okay. J'ai pris l'outsider, enfin l'underdog, vous appelez ça comme vous voulez. J'ai pris les Mavs, 4-2. C'est la meilleure cote possible pour les Mavs. Qui finissent donc à la maison. Oui, c'est la meilleure cote possible pour les Mavs. Il n'y a pas de cote en dessous de 6 pour les Mavs. Après, c'est des cotes qui montent très très vite. Je vous parlerai des cotes des Celtics après que Bastien aura annoncé son pronostic. Je ne sais pas ce que tu as mis, c'est pour ça. Oui, j'ai mis l'underdog. J'avoue que très compliqué à pronostiquer cette série. Là, il y a énormément de facteurs qui peuvent faire que mon pronostic est à la poubelle très très vite. J'en ai conscience, mais bon, à un moment donné, il faut bien en poser un. Ce qui me fait poser ça, c'est que je pense que la défense des Celtics est extraordinaire et qu'elle va faire beaucoup de dégâts dans l'attaque des Mavs, mais en même temps, je pense que Luka Doncic, ce type, il est né pour gagner. Il est né pour gagner et je pense qu'il est capable de dominer une finale NBA vraiment et d'en dicter le rythme offensivement, et que même les soirs où il n'est pas en réussite, il va aller gratter des lancers. Ça nous énerve tous, il va chouiner, n'empêche que tous les grands joueurs grattent des lancers. Qui va mettre des gros tirs, il a son poteau Kyrie qui va attirer beaucoup l'attention du public, aussi de la défense et tout. Je dis pas que Luka Doncic va passer inaperçu, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, bien au contraire, mais ça peut lui enlever de la pression, tu vois, genre c'est pas lui qui va être sifflé, c'est plus son coéquipier. Il y a un côté, il y a vraiment une relation de buddy entre eux et tout. Je sais qu'ils vont le faire, les fans des Celtics et le TD Garden, et ils vont huer Kyrie et tout. Je conseille pas de le faire, je pense que c'est des bestiaux qu'il faut pas énerver. Ah là, c'est foutu, Alex. Je sais, mais ils vont le faire. Faites pas de bruit quand Kyrie a la balle. Et je pense qu'il est bien entouré, Luka Doncic. Je pense que Derrick Jones Jr., PJ Washington, Daniel Gafford, Derek Lively, même Tim Hardaway Jr., Josh Green et tout, ils sont tous prêts à se faire couper un bras. Ça permet à Luka Doncic d'être ouvert pour tirer. Vraiment, c'est beau à voir jouer. Toute la question maintenant est de savoir, est-ce que Luka Doncic, c'est ce genre de type, il arrive en finale NBA direct, il gagne? Parce qu'en fait, la pression, ça glisse sur lui, comme ça, oui, ça, c'est sûr. Tu vois, et qu'il va y aller et tout. Je pense que c'est plus au tour. Et ouais, au tour, mais il va faire ses finales. Bah, on va voir. Mais en tout cas, je pense qu'ils ont un leader absolument incroyable. Il est ce qu'il est, avec ses défauts, ses qualités, mais c'est un génie du basket. C'est un leader incroyable, et je pense que avec l'expérience de Kyrie Irving à côté, qui est finalement avec Jrue Holiday, qui d'autre a joué des finales NBA? Bah, y a Tatum Brown et tout, mais ils les ont perdus. Qui d'autre a vraiment été au bout avec un titre? Non, il n'y a que Jrue et Kyrie, hein, je dis pas de conneries. Horford, il n'a pas de bague. Non, je pense que c'est les seuls. C'est Jason Kidd. Oui, ah bah Jason Kidd, voilà. Et voilà. Et en plus, effectivement, bah, tu fais bien de me le dire, je pense que Dallas est mieux coaché. Donc j'ai mis l'underdog, je vais contre les cotes, mais je mets Dallas 4-2. Dallas remporte le titre en ayant démarré chaque série sur l'avantage du terrain. 5e. Tu sais qu'il faut remonter loin pour avoir un 5e champion. Tu sais qu'il va falloir dater le top 10 des GM all-time. Parce que là, Nico Harrison, mon gars... Elle est belle. Ouais. Et puis Luka Doncic, si tu commences à lui mettre une bague dans son palmarès, bon bref. Allez. Dans ton scénario, c'est Luka le MVP des finales, pas Kyrie? C'est Luka, ouais. Oui. Mais ça peut être Kyrie. Si c'est Kyrie le MVP des finales, ça veut dire que c'est très compliqué pour Boston. Si Kyrie MVP des finales contre Boston, alors là, mon gars... Attention, doucement, Bastien. 4-2 Mavs pour Alex. Alex. Toi, je suis curieux. La cote est à 6. 4-3 Celtics. 4-3 Boston à 4-20. On change pas une équipe qui gagne. Quand je sais pas, je tape au centre. 4-3. Alors, ma plaidoirie. C'est pas loin de mon 4-2 en fait, en termes de scénar, forcément. Alors, de toute façon, on est d'accord. A priori, on voit pas des trucs expéditifs. A priori. Je vais pas te mentir, je suis pas en confiance. C'est-à-dire, sûr. Je mets 4-3 là, mais ça a beaucoup trotté à mettre les Mavs champions. Parce que de ce que ces deux équipes me montrent sur ces playoffs, Dallas me semble être plus semblable à une équipe championne NBA, future championne NBA, de ce que j'ai vu par rapport à Boston. D'accord. C'est aussi une question aussi d'adversité. Pourquoi enfin, je veux dire, probablement aussi parce que Boston, niveau adversité, ne m'a pas montré des très grandes choses. C'est pas de leur faute, ça. Dallas a répondu à tous les challenges. J'ai tout vu. C'est vrai. J'ai tout vu. Même là, le close-out game, j'étais sur le cul. Même là, j'étais sur le cul. Je les ai vus là se ramener et dire non, on est trop focus, on va rien laisser. Ils n'ont pas gagné de 8 points, ils ont gagné de 50 points. Ils ont écrabouillé. Ils les ont écrabouillés. C'est une équipe qui montre que c'est leur moment, tout à fait. Mais ce n'est pas leur moment.
Voilà. C'est le moment des Boston Voilà. Celtics. Alors, Bisous, on se voit Game 1. ah, tout à fait. Analyse. Non. On l'a précisé tout à l'heure. Je pense qu'on a encore tous dans la tête là ce qui s'est passé contre Minnesota. Je pense que la match-up Thunder qui avait bien fait chier Je Dallas, pense que Celtics c'est pire. Boston, c'est Thunder en pire. Ouais, je suis d'accord. Et donc, c'est pour moi la match-up qui a causé le plus de problèmes à ces Mavs sur ces playoffs, qui vraiment, pour le coup, s'en sont sortis et se sont dit plus. Ah, putain, on est content d'avoir le Thunder derrière nous sur un match où on aurait pu encore aller en prolongation ou peut-être perdre le fameux bloc qui est devenu une faute de Shai Gilgeous-Alexander sur PJ Washington. Boston, c'est un cran au-dessus. Boston représente pour moi la match-up qui correspond le plus aux forces de Dallas. C'est vrai. Défense extérieure, joueurs capables de créer pour eux-mêmes, joueurs d'expérience. Ok, on n'a peut-être pas ces forces à l'intérieur, mais quand Lucas s'est amusé face à des Rudy Gobert, face à des Anthony Towns, etc., non, on n'a pas ce genre de défenseur-là, de grands pivots sur des échasses sur lesquels il peut s'amuser. On a plutôt des joueurs un peu plus petits qui sont capables de bien switcher. Je pense que Boston a la défense pour bien faire le boulot. Si je suis inquiet, c'est parce que Boston, offensivement, m'a proposé beaucoup de fois des situations où j'ai peur, alors que Dallas m'a montré beaucoup de fois des situations où il trouve Ils ont des les génies. bons choix. Et bien sûr, et pas que eux, moi je suis sur le cul encore une fois de voir des grands Game 5 de Derek Lively. Il est en 3 contre 2, il reste 3 minutes à jouer et il fait un Eurostep et il lâche la balle là où il faut pour un copain qui m'a marqué derrière. Et si Mazzulla a plutôt bien coaché dans ses playoffs, mais il a pas non plus. Qui Oui. lui, dis donc, on en a parlé, on en Oui. reparle. Il y a un. Non, mais je suis d'accord. Et en fait, là où j'ai un souci, c'est que je donne ce pronostic en ne sachant pas ce qui va se passer avec Kristaps Porzingis. Je pense que si Kristaps arrive à peu près à partir du Game 2 ou du Game 3 à jouer un petit peu, attention les problèmes. Attention les problèmes pour Dallas. Attention quand même. C'est notamment pour cette match-up que Porzingis est là. Bon, évidemment, il y avait la perspective de jouer Denver en finale NBA ou d'autres garçons, mais là, je donne 4-3 en sachant que Horford va être le titulaire et qu'on n'aura peut-être pas Porzingis. S'il est là et que donc Horford peut être en backup avec Pritchard et avec d'autres garçons, attention. Non, Très, c'est très vrai. compliqué. Après, Porzingis, tu auras peut-être un peu plus envie de l'emmener sur une île déserte. Tout à fait. En termes de switch. Ça aura ses avantages et ses inconvénients, tout à fait. Mais je dis 4-3 parce que j'ai envie que ça se finisse au TD Garden, que d'ailleurs j'avais mis 4-3 contre Denver à la base. Kyrie Irving au TD Garden dans un Game 7 de finale NBA, Avec Luka, ouais. tu sais que ça Ah, se bien sûr. regarde. Ah oui, tout à fait. Mais dans Je ce ne genre de conseille match, pas de le siffler encore une fois. non, tout à fait. Vous en faites ce que vous voulez. Mais on verra. Moi, j'aimerais qu'il y ait un Game 7 aussi pour que tout soit extraordinaire à la hauteur de ces très très beaux playoffs 2024 parce que je trouve que c'est un très beau Ouais, cru. c'est beau, je suis d'accord. C'est bon playoff. 4-2 pour les Mavs selon Alexinator, 4-3 pour Boston selon Bibi. Dites-nous, vous, quel est votre prono sur ces incroyables finales NBA? Alex, toi, tu as mis, si je dis pas de bêtises, monsieur Luka Doncic MVP des finales. Oui. Je donne ça à monsieur Jason Tatum. Dites-nous, vous, ce que vous pensez de tout ça. Rendez-vous donc, si je dis pas de bêtises, dans la nuit du 6 juin. Jeudi à vendredi de la semaine prochaine. Exactement, vous avez tout le programme, toutes les infos sont évidemment disponibles sur Trash Talk. On vous fait des bisous. Très bonne finale NBA à toutes et à tous. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.